toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans cette émission Les règles du jeu. Dans le monde de l'athlétisme belge, en matière de sponsors notamment, vont-elles changer après les révélations de Nafissatou Thiam? Les suites du conflit ouvert entre l'athlète belge et la fédération ont en tout cas marqué l'actualité sportive jusqu'à l'Euro de Glasgow. Les Belges sont parmi les meilleurs élèves européens du recyclage. Oui, mais les chiffres officiels seraient surestimés. Selon une enquête de la revue Médor, une part importante des déchets plastiques échappe au recyclage. Explication dans cette émission. Kika Nicolella interroge l'autre, l'identité et le rôle de l'image dans ses installations vidéo. Rencontre avec l'artiste dans notre page culture. Gilles Goudgebur, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qu'elle nous révèle finalement cette histoire? On se souvient des larmes de Nafissatou Thiam il y a 2 semaines à peine. Et 7 mois après l'événement, puisque elle relate un événement qui se passait. Une dispute commerciale entre elle et la fédération, la Ligue royale belge d'athlétisme, c'était à l'Euro de Berlin. Et en fait, c'est des intérêts divergents. Donc, les uns voulaient qu'on mette un sponsor en avant, celui qui finance la Ligue royale belge. Et Nafissatou Thiam avait utilisé le maillot de l'année précédente où le sponsor en question n'apparaissait pas. Parce que le sien s'était déchiré entre-temps et qu'elle n'avait pas d'autre tenue, visiblement, sauf celle-là, pour la remplacer. Il y a eu des explications, et puis aussi comme quoi les tenues étaient trop serrées. Enfin, on a apporté un tas d'explications. En fait, c'est un petit différent commercial. Ce que je trouve que ça expose, c'est l'hypersensibilité des athlètes dans ces périodes de compétition. Donc, ils sont vraiment à fleur de peau. Et les fédérations aussi, ça a quand même été très, très maladroit de menacer l'athlète d'excommunication comme dans une église, alors que, bon, franchement, elle était en 2e journée d'un... Vous dites maladroit ou vous dites tout à fait excessif ou même incompréhensible? Et tout le monde a été maladroit dans cette affaire. Je pense que la fédération, certainement. Ici, Nafissatou Thiam, qui relate son expérience malheureuse 7 mois après en pleurs. Là encore, on ne comprend pas très bien pourquoi tant d'émotions, tant d'émotivité. C'est un petit différent finalement, c'est rien de très terrible. Et on en fait une affaire d'État. Donc je pense que l'affaire de façon générale a été gonflée maladroitement par tous les acteurs, y compris les sponsors qui font tellement pression pour qu'on les voit. Est-ce que ça révèle ou pas finalement, est-ce que tout le monde le sait ou pas en sous-main, le poids aussi des sponsors? Et jusqu'où ça peut mener, jusque-là? Il est énorme. Donc, c'est eux qui financent les compétitions, qui financent les fédérations, qui financent les athlètes. Et parfois, il y a des intérêts qui sont divergents. Et donc, à partir de là, c'est une vraie guerre à celui qui exposera son logo. C'est même un peu ridicule. Ça peut prendre des allures totalement stupides. Mais si c'est à ce point une guerre, comme vous dites, on peut comprendre qu'à un moment donné, il y ait des larmes et il y ait une tension aussi grande. Ou alors peut-être question à vous, Peter De Smet, parce que vous êtes un ancien athlète, vous connaissez bien ce monde-là. Est-ce que d'abord vous avez été étonné? Qu'il y a des tensions entre les athlètes et les fédérations. Par cette affaire spécifiquement, par la virulence finalement de ce conflit. Oui, quand même. Moi, ce qui m'a perturbé, je dirais le plus, c'est que le fait qu'on lui a harcelé, c'est bien sûr un grand mot, mais qu'on l'a harcelé entre la première et 2e journée. Parce que, bon, voilà... Donc on l'avait menacé finalement de ne pas pouvoir effectuer cette 2e journée. On lui avait annoncé qu'elle ne serait pas en 2e journée. Ce qui est quand même, si elle ne mettait pas le bon maillot, donc voilà. Et je trouve ça très bizarre parce que les athlètes, ce ne sont pas des machines, c'est des êtres humains. Et à ce moment-là, après la première journée de compétition, tout ce qu'elle doit faire, c'est dormir, manger, se reposer, être calme et surtout se vider la tête. Si à ce moment-là, on commence à discuter logo, partenaire, etc. On ne peut pas ça quand on est athlète le jour avant sa 2e journée. Parce que ce qui est peut-être frappant aussi quand on n'est pas forcément dans ce milieu-là, c'est la cible. C'est-à-dire que la Ligue royale belge s'attaque directement à son athlète qu'il est censé défendre et n'essaye pas peut-être qu'elle l'a fait, mais en tout cas elle n'a pas fait ce commentaire, en tout cas jusqu'ici, d'aller voir plutôt du côté des sponsors. C'est ça aussi qui est frappant, c'est ces menaces qui pèsent sur l'athlète que la Ligue est censée défendre. À ce moment-là, je crois que c'est trop tard et la seule personne à qui on peut parler, c'est Nafi ou soit son coach. Mais bon, à mon avis, c'est simple. À ce moment-là, on lui dit juste, voilà, Nafi, il y avait un petit souci avec ton maillot, mettez celui-là pour demain parce qu'il manque un partenaire. Et voilà, c'est tout. Mais
puis a commencé à dire tu ne pourras pas participer demain. Bon, ça c'est exagéré bien sûr. Est-ce que ça vous est arrivé aussi, ce genre de problème? Oui, pas vraiment dans le même contexte, mais pardon. Ici au Mémorial Van Damme, il y a plus que 10 années, bon, juste avant que vous montez sur la piste, il y a un genre de call room où on contrôle le dossard, mais aussi les tenues. Et à ce moment-là, je pense que j'avais sur mon maillot un partenaire qui était en concurrence, je dirais, avec un des partenaires de l'organisation. Et là aussi, on m'a demandé de coller un autocollant sur ce logo. Donc voilà, moi, à ce moment-là, tu es très très concentré sur ta compétition, tu n'y penses pas, on te dit quelque chose, donc hop, tu le fais sans réfléchir. Et voilà. Bien sûr, il y a encore 200 mètres entre le moment où vous montez sur la piste et allez au départ. Et je dois dire que je l'ai vite enlevé, mais voilà. Ouais, il y a eu aussi, Gilles Gouguebure, il y a eu dans les suites de cette affaire la réaction très violente des athlètes belges qui ne voulaient plus signer la convention qui leur était soumise par la Ligue belge d'athlétisme et qui était effectivement extrêmement contraignante. C'est-à-dire que, ou en tout cas de l'extérieur, c'est comme ça que ça apparaît. Les athlètes devaient renoncer à leur droit à l'image et également avaient des contraintes extrêmement grandes en matière de sponsoring. C'est vrai. Mais ce sont les contrats sportifs qui sont rédigés de la sorte. Ils sont épais comme ça, avec des clauses vraiment extrêmement pointilleuses sur tous les détails de l'opération. Ceci dit, ça concerne un nombre très limité d'athlètes. Hein. En Belgique, on le disait, c'est peut-être quoi? Il y a la famille Borlée, Nafissatou Thiam, mais ils sont pas très nombreux. Au moins, on ne pourra pas les compter sur les doigts d'une seule main. Ceux que ça concerne vraiment. Ceux que ça concernait ont refusé de signer la convention. Oui, mais donc c'est quand même des affaires de gros sous entre ceux qui ont très besoin de l'aide de la fédération et qui, eux, sont prêts à ce moment-là à faire plus de concessions, et ceux qui sont arrivés à un certain niveau de notoriété qui fait qu'ils peuvent s'en passer plus facilement. Oui, mais la Ligue est finalement revenue sur cette convention. Est-ce qu'elle va trop loin finalement? Je trouve que de façon générale, la mainmise des sponsors sur le sport va trop loin. Effectivement, on a un sport qui maintenant sert de vitrine aux intérêts privés des sponsors, et je trouve que c'est un peu dommage. On se coupe de ce qui fait finalement la beauté du sport. Donc c'est de façon générale. Mais ici, en l'occurrence, on doit quand même rappeler aussi qu'il est assez légitime pour une fédération de vouloir financer ses activités et donc de trouver des sponsors. Ouais, et elle ne peut le faire que comme ça. Ben, elle a plusieurs sources de rentrée. Donc, il y a les affiliations qu'elle touche, il y a les aides de l'État, il y a parfois des rétributions qui viennent des grandes organisations, mais les sponsors, c'est une source importante de financement. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système est figé finalement? On pourra pas... là, on a vu qu'il y a eu un pas de côté de la Ligue par rapport à cette convention, mais est-ce qu'on pourrait changer les choses de manière plus profonde? On pourrait apaiser les relations. C'est vrai que peut-être que la Ligue n'est pas suffisamment claire sur l'usage qu'elle fait de cet argent. Peut-être qu'aussi, parfois, il y a un manque de professionnalisme du point de vue des cadres. Il y a quelques années auparavant, en 2013, Nafissatou Thiam avait battu le record du monde de l'heptathlon en salle, c'était à Gand, et ce record n'avait pas été homologué pour une sombre histoire de contrôleurs antidopage qui n'avaient pas été présents, mais qui est vraiment la preuve d'une mauvaise organisation. Donc ces erreurs d'organisation, forcément, alimentent aussi la rancœur des athlètes et le fait qu'ils rechignent à participer au pot commun, finalement. Ouais. Peter De Smet. Je crois que c'est justement bien qu'il y ait un document pareil, mais je crois que le problème aussi, c'est qu'on a sorti ce document, je pense, 2-3 semaines avant le championnat d'Indoor. Et apparemment, on a demandé aux athlètes de répondre dans les 48 heures, c'est-à-dire signé et renvoyé, et sans qu'il y avait aucune interpellation des athlètes ou des coachs pour voir le contenu de ce document-là, de ce qu'il y avait dedans. Donc c'est juste quelque chose que la Ligue a décidé de faire sans vraiment penser aux conséquences, parce que, comme Gilles l'a dit, ça joue peut-être que pour Nafi, la famille Borlée, mais je pense que les autres athlètes, ils ont certainement eu peur aussi pour les montants d'amende. Je crois que c'était 20 000 € qu'ils devaient payer. C'est quand même énorme pour la plupart des athlètes présents. Il y a moyen d'avoir des relations meilleures que mais selon vous, Peter De Smet, est-ce qu'il y a quand même des choses qui doivent changer en profondeur
notamment dans le cadre alors, de cette pression suite aux sponsors. Alors peut-être que les changements doivent venir aussi en amont des questions et touchent à des questions de financement. Là, on parle beaucoup de la Ligue belge d'athlétisme, mais ça concerne d'autres fédérations aussi. Mais je pense que juste ici, dans ce cas dans l'athlétisme, je pense que ce document, ça doit exister, mais qu'on doit en parler beaucoup plus tôt et qu'on doit se mettre autour de la table, les athlètes, les coachs, la fédération, etc., pour justement trouver un bon équilibre. C'est tout. Est-ce qu'on est à l'aube de changements est-ce que ces événements pourraient déboucher sur de réels changements ? Peut-être, c'est dans un cadre très large, mais on pourrait voir un changement dans le fait qu'on dénonce plus volontiers aujourd'hui, mais par exemple les exilés fiscaux, ça concerne beaucoup les sportifs. Donc ils font fortune dans le sport. Pour arriver à ce statut, ils ont bénéficié des filières de formation, donc ils se sont bien servis d'argent public, mais quand ils arrivent à ce niveau de notoriété, hop, ils partent à Monaco et donc ils s'arrangent pour échapper à l'impôt c'est un peu triste et malheureusement c'est la norme. C'est vraiment terrible à dire, mais c'est la norme. Et certains le font de façon illégale, d'autres de façon plus ou moins légale par toutes sortes d'entourloupes. Mais donc, ce comportement-là n'était pas jugé très sévèrement jusqu'il y a peu. Et puis, il y a eu toutes les leaks, le LuxLeaks, le Panama Paper, etc. Et puis le Football League, qui a montré qu'il y avait vraiment beaucoup d'exilés fiscaux dans le football. Et donc, à partir de là, on est plus sévère. Et ça vaut aussi pour le tennis et pour les autres sports. Ici, précisons quand même que pour Nafisa Toutiam, c'est vraiment pas le cas. C'est pas quelqu'un de cupide, c'est quelqu'un qui aime véritablement le sport qu'elle pratique, qui n'a jamais profité de la situation. C'est un peu dommage d'ailleurs que la question se pose à son propos, alors que elle aurait plutôt valeur d'exemple. Mais donc, ce que vous voulez dire, peut-être pour terminer, on va conclure là-dessus, c'est que si certains sportifs étaient d'abord avaient des comportements plus moraux, on va dire, plus citoyens, tout simplement, fiscalement aussi plus corrects, et plus légaux aussi, tout simplement, ça pourrait aussi aider les fédérations comme la Ligue je pense que vraiment, d'athlétisme. Exactement, je crois qu'on pourrait vraiment apaiser la situation si la Ligue exposait ses besoins et ses devoirs, si les athlètes en face défendaient aussi leurs intérêts et si tout ça se faisait dans un cadre où on est relativement solidaire et avec des ambitions de partage. Eh bien, merci à tous les deux pour vos explications, vos témoignages. Et on poursuit cette émission avec le recyclage et ce qu'on fait de nos déchets. La Belgique est un des bons élèves européens en la matière. Et pour autant, les chiffres qui nous sont donnés sont-ils corrects ? On va voir ça avec vous, Sandrine Verstaki. Alors, les chiffres qui sont donnés par FOSPlus, qui sont les chiffres officiels, c'est qu'en Belgique, on recycle 698 000 tonnes d'emballage ménager, dont 87 989 tonnes de plastique. Tout ça a été recyclé en 2017, ce qui fait un taux de recyclage de 89,1%. Ces chiffres sont gonflés, sont surestimés, selon vous ? Donc le taux de 89%, c'est pour les emballages ménagers en général. Et FOSPlus, l'organisme qui est en charge la collecte, d'organiser le recyclage, dit que plus de 8 bouteilles sur 10 en plastique sont recyclées. Alors, il respecte une méthode officielle pour faire ce calcul, mais qui a abouti à une énorme surestimation. À savoir que la méthode de calcul, c'est de prendre le nombre d'emballages, d'estimer le nombre d'emballages qui sont mis sur le marché, et puis après de peser ce qui sort, des sacs bleus. Donc, ce qui paraît très évident, ce qui sort du marché, et puis ce qui passe après dans le recyclage. Tout à fait. Mais alors, quand on regarde de plus près, déjà, les Belges vont souvent acheter des bouteilles en verre, des bouteilles en plastique, des canettes à la frontière. Pour des raisons de coût, c'est moins cher, l'inverse pas souvent. Donc ces canettes, elles ne sont pas mesurées comme faisant partie du marché. Par contre, elles sont pesées quand elles sortent. Et donc, ça entraîne une première surestimation qui est assez importante parce que si on prend par exemple le cas spécifique du verre, on arrive à 114% de recyclage. Donc FOSPlus communique moins sur ce chiffre, mais déjà, c'est impossible de recycler 114% de bouteilles en verre. C'est déjà absurde. Deuxième problème, c'est que toutes les entreprises ne déclarent pas ce qu'elles mettent sur le marché. Et principalement le e-commerce. Et donc ça, c'est aussi un problème parce que le e-commerce est en pleine explosion et produit énormément de déchets puisqu'au lieu d'amener
un emballage vers un magasin où les gens vont ensuite faire leur shopping. Chaque consommateur reçoit son petit emballage, le met dans le sac, dans le sac correspondant, et tous ces emballages ménagers sont aussi considérés comme collectés, mais n'ont pas été considérés comme mis sur le marché. Donc, deuxième surestimation. Et troisième point, les bouteilles en plastique sont... Donc on met des choses dans notre sac bleu, il y a un premier tri qui est fait de façon assez professionnelle où on enlève, par exemple il y a beaucoup de gens qui mettent des langes dans le sac bleu apparemment, donc tout ça est enlevé, c'est pesé à la sortie du centre de tri. Après, ça rentre dans l'usine de recyclage, mais le problème, c'est qu'il y a quand même encore des déchets à ce moment-là. Par exemple, l'eau qui est dans les bouteilles. Si je jette une bouteille avec la moitié d'eau, ça va peser énormément. Et donc ça va être comme si on a recyclé plusieurs bouteilles. Et donc, il y a des experts en Flandre qui estiment... donc, il y a un premier expert qui, avec une méthode, donc Rob Burmans, d'une ONG qui s'appelle Recycling Network, lui estime qu'il y a à peu près 60% de bouteilles qui seraient recyclées. Et alors Recover, qui est un ensemble de villes flamandes qui se sont unies pour étudier la question, eux arrivent même à un résultat encore plus bas qui est de 50%. Donc c'est difficile de dire le chiffre exact, mais il n'est certainement pas de 8 bouteilles sur 10. Et que deviennent alors ces déchets qui réchappent à un moment donné, quelque part, aux chiffres? Alors, soit ils ont été jetés dans un sac, à Bruxelles, c'est le sac blanc, le sac tout venant, et donc ils sont passés à l'incinérateur, ils sont devenus du CO2, ils viennent contribuer à la pollution. Soit il y a aussi beaucoup de déchets, on peut juste regarder autour de soi pour se rendre compte qu'il y a aussi beaucoup de déchets qui sont tout simplement jetés dans la nature. Donc ça a un coût environnemental évidemment très grand. Donc là, les chiffres que vous donnez dans votre enquête, c'est que 26 000 tonnes, c'est ça, 26 000 tonnes de déchets échappent au recyclage, qui sont les chiffres qui proviennent notamment des deux organismes que vous avez cités. Alors ces 26 000 tonnes, c'est encore un petit peu autre chose. C'est donc des emballages qu'on a sans doute mis dans le sac bleu, mais qui ne sont pas recyclables parce qu'ils ont été mal pensés par l'industrie. Donc par exemple, pour des raisons de marketing, on a une canette qui est apparue, elle est... d'un point de vue marketing assez joli, le corps est en PET transparent. Mais pour la recycler, il faudrait la couper. Il faudrait la couper parce que le dessus est en aluminium et techniquement, c'est 2 matériaux recyclables, mais on ne va pas créer une usine spécialement pour couper cette canette en 2. Donc même si on la met dans le sac bleu, elle terminera à l'incinérateur. Ça peut être pour des raisons de marketing, ça peut être aussi pour des raisons de conservation des aliments. Voilà, une bouteille de ketchup, on met un adjuvant dedans pour absorber l'acidité de la tomate. Si une de ces bouteilles se retrouve dans une usine de recyclage, elle jaunit tout le plastique de l'usine. Donc il faudra aussi, au moment du tri, la mettre à l'incinérateur. Et ces 26 000 tonnes, c'est le nombre estimé d'emballages qui serait problématique. Qui sont finalement les responsables alors? Vers où faut-il aller tirer la sonnette en disant vous ne faites pas bien les choses? Est-ce que ça se passe du côté des industriels? Est-ce que ça se passe du côté des fabricants d'emballage? Est-ce que ça passe du côté des recycleurs, des entreprises de recyclage? Alors, pour la question de l'éco-conception qu'on vient d'évoquer, ces emballages qui sont mal conçus, ça c'est clairement dans les mains du législateur. L'Europe pourrait tout à fait prendre une mesure forte et dire, on interdit de mettre ce genre d'emballage sur le marché. Les recycleurs sont demandeurs de mesures pareilles. Pour ce qui est de la question du recyclage, il faut continuer à recycler, il faut continuer à investir dans le recyclage, mais en fait, le recyclage ne suffit pas. On ne peut pas se donner bonne conscience en se disant 80%, j'achète une bouteille en plastique, de toute façon 80% sont recyclés, parce que d'abord ce chiffre est faux et parce que le recyclage n'est pas parfait. Et donc le vrai enjeu, en fait, c'est de réduire sa consommation de déchets, de changer le modèle de consommation. Et donc ça, c'est autant une responsabilité des consommateurs que des entreprises. Je pense que la responsabilité est partagée. Que des politiques qui pourraient décider, comme ils sont en train de le décider maintenant pour les pailles en plastique et pour toute une série d'objets, en tout cas en plastique, de les interdire. D'interdire les plastiques à usage unique, effectivement. Il y a une directive européenne qui vient d'être votée là-dessus, qui est un bon signal en ce sens. Il ne reste pas moins que les Belges sont de bons élèves en matière de recyclage. Oui, parce que sur certaines choses, par exemple le recyclage de proximité, pour ce qui est des emballages ménagers uniquement en tout cas, on n'envoie pas nos bouteilles au bout du monde, elles sont recyclées en Belgique ou dans des pays limitrophes. C'est pas vrai pour d'autres flux de déchets, comme par exemple les emballages industriels. Donc c'est par exemple des grosses palettes en plastique qui sont utilisées dans le commerce, qui sont entourées de films. Ça, ces déchets partent effectivement au bout du monde. Mais donc pour vraiment la question des emballages ménagers,
Donc voilà, il y a quand même aussi des choses qu'on fait bien. Et il faut le dire aussi. Voilà, et vous le dites d'ailleurs dans votre enquête. Alors une enquête qui est passionnante et qui est à lire dans le dernier magazine, le dernier numéro de la revue Médor, qui sort tout juste de presse. Le voilà en images, à la veille aussi évidemment des élections. Merci d'être venu nous en parler. Tout de suite, on poursuit avec l'artiste Kika Nekolela, qui est au cœur d'une exposition pour l'instant à la Maison des Artistes à Anderlecht, et je ne sais pas pourquoi, mais elle n'est pas encore là, mais elle va arriver, elle devrait s'installer. Kika Nekolela qui va s'installer, et on va tout de suite voir, Nika, quelques images de votre travail. Sun kaksoisolento, kun näkyy siellä varjona. Aber niemand will sterben. Andando de salto, beijava meus pés. Et à toute cette partie de ma vie et que c'était une façon pour moi de me démarquer, j'ai porté cette odeur de patchouli sur moi par rébellion avec ma mère. Exposition Un infini désir de nous. Bonsoir Kika Nekolela. Bonsoir. Alors cette exposition qui a lieu, comme je le disais, à la Maison des Artistes à Anderlecht commence avec un nouveau projet que vous avez créé tout spécialement pour cette exposition qui s'appelle Voisins et que vous avez mené avec les habitants d'Anderlecht qui sont dans cette partie-là, qui se trouve près de la rue Hoyer. Comment est-ce que vous avez travaillé avec ces habitants d'Anderlecht, et qu'est-ce que vous avez eu envie de faire avec eux? Bon, tout d'abord, j'étais vraiment passionnée par cet espace, cette maison, que c'est vraiment un très chouette espace à Anderlecht, et je trouve que ces quartiers, il est un peu... il rassemble plein de choses très intéressantes de Bruxelles, ces côtés multiculturels, ces mélanges des gens de différentes origines. Et je voudrais découvrir d'une façon intime ces gens-là. Et donc, j'ai proposé un échange, tout simplement. On peut aussi inspirer par l'idée des brocantes, que c'est pour moi une chose... que j'ai découvert ici à Bruxelles et que je trouve vraiment très chouette, qui n'existe pas du tout d'où je viens. Au Brésil? Oui, au Brésil. Donc, c'est cette idée de famille qui ouvre sa intimité quelque part en offrant des objets en public comme ça. Et ça, donc, quelque part... Alors voilà, oui, on voit déjà, je le précise, parce qu'on voit ces images qui sont précisément cette installation que vous avez faite après ce travail que vous avez fait avec ces habitants. Oui, donc en fait, j'ai offert plein d'objets très personnels à moi, et chaque personne venait avec un objet à eux, et choisissait un objet à moi, et on faisait cet échange. Donc cet échange était vraiment le déclencheur de quelque chose déjà, donc d'un rapport entre nous. Et après, avec l'objet qu'ils ont choisi, donc un objet qui c'était à moi, il racontait une histoire sur cet objet-là. Donc c'était intéressant parce que c'est un objet qu'ils tenaient dans la main, qui appartenait pas du tout à eux, mais c'était quand même quelque chose comme un catalyseur pour leur mémoire à eux, et parfois des choses très, très touchantes, très intimes en fait. Et alors cette intimité dans la relation avec le spectateur est quelque chose qui se trouve au cœur de votre travail, ou en tout cas de certaines des pièces qu'on peut voir à la Maison des Artistes, comme par exemple ce travail qui s'appelle What Do You Know? What do you think of me? What do you think of me? Où vous avez confié à des spectateurs finlandais, c'est un travail que vous avez fait en Finlande, la caméra, et qui vous filme en expliquant ce qu'ils pensent. C'était quoi là aussi l'idée? C'était de créer ce lien particulier avec le public? Oui, en fait, c'est intéressant que vous parlez du public, parce qu'en fait, là, il y a deux types de publics. Le premier public, c'est le public de la galerie. Donc là, en fait, j'étais dans une galerie et les visiteurs de la galerie prenaient la caméra. Donc je les invitais à faire ça, et ce n'est pas tout le monde qui rentre dans les jeux non plus, hein. Mais donc, ils prenaient la caméra et me décrivaient en finlandais. Donc ça, c'est le premier public. Le deuxième public, c'est évidemment les publics de la vidéo après. Et donc, en fait, il y a un transfert de cette première intimité entre moi et cette personne qui tenait la caméra, et après, entre moi et la personne qui regarde la vidéo, parce que du coup, moi, je suis
face caméra, tout simplement, et très, quelque part, très vulnérable, parce que je sais que je suis en train d'être décrite, mais je ne sais pas du tout de quoi ils disent, de quoi ils parlent, parce que c'était en finlandais, une langue que je ne comprends pas. Et évidemment, je voudrais me mettre dans cette situation de vulnérabilité parce que ça faisait déjà quelques années que je travaillais avec la vidéo et je sentais que j'explorais toujours l'intimité de l'autre et la vulnérabilité des autres. Et là, vous inversez un peu les rôles. Là, j'ai inversé. Et en plus, je perds complètement les contrôles sur l'image, ce qui pour moi, c'est quelque chose de difficile. Je viens du cinéma, donc on a toujours cette préciosité avec la caméra, avec les cadres et tout ça. Et là, je donne vraiment la caméra à une autre personne, à plusieurs d'autres personnes. Et chacun a aussi sa façon de tenir la caméra. Quelqu'un tremble un peu, ou fait des zooms, ou tourne la caméra comme ça. Et j'essayais d'être vraiment présente dans ces moments-là, de réagir à tous ceux qui ne savent pas la communication verbale, parce que je ne comprenais rien. Mais oui, parce qu'ils parlaient en finlandais. Hein. Voilà. Et vous ne parlez pas le finlandais. Non. Mais donc c'est ça, vous étiez face à eux et effectivement, vous ne pouvez rien dire. Vous avez des expressions de temps en temps du visage, oui. mais vous restez là. Effectivement, c'est presque de l'ordre de la performance. Je voulais vous demander aussi si, pour vous, parce qu'on voit beaucoup aujourd'hui dans l'art contemporain de vidéo, mais vous utilisez vraiment la caméra et la vidéo comme un moment d'échange ou comme un médium pour favoriser l'échange avec le public et avec l'autre ? Avec l'autre. Je pense que de plus en plus, on vit dans une société qui construit l'autre comme quelque chose qui fait peur. Et moi, j'ai toujours aimé essayer d'utiliser la vidéo et la caméra comme une façon de rencontrer l'autre. Et parfois d'une façon plus... qui n'existe pas dans la vie réelle, en fait. Par exemple, jamais on va demander à quelqu'un que tu ne connais pas « Excusez-moi, est-ce que tu peux me regarder pendant 10 minutes et me décrire ?» Donc, on n'a pas ce temps-là, on n'a pas cette situation dans la vie. Donc, chaque projet que je fais, j'essaye de proposer quelque chose, un jeu, si tu veux, si vous voulez, c'est un type de jeu, un type des paramètres dans chaque projet pour créer des situations qui sont hors réel, hors du normal, hors de notre quotidien. Alors, il ne reste plus beaucoup de temps, mais puisqu'on en revoit quelques images de cette installation voisin, comment est-ce qu'ils ont réagi, ces habitants à Anderlecht ? Donc, j'étais très étonnée comme ils étaient... Bon, après, chacun a sa façon de réagir aussi, mais j'étais très étonnée comme ils étaient très... ça sortait des choses très intimes. Ouais, il faut dire aussi qu'il y en a beaucoup parfois. Qui ont participé. Oui, plus que j'avais imaginé. Et des gens de tous les âges, vraiment des origines différentes aussi. Et ça, je pense que ça donne la richesse et ça traduit aussi un peu la richesse de ces quartiers-là. Et il y a des moments très beaux et très touchants. Vraiment, j'étais très touchée. Et après, ces gens-là sont revenus pour le vernissage, sont revenus pour faire un atelier vidéo pour moi aussi, avec moi aussi, quelques-uns. Et donc, c'est une relation qui a continué. Et je pense que ça, c'est l'intéressant du travail de cette maison et d'Escale du Nord qui gère cette maison. C'est justement cette proximité avec les habitants du quartier. Eh bien, merci Kika Nicolella pour être venue nous parler de votre travail. Donc, c'est une exposition que je vous recommande et qui est à voir jusqu'à la fin du mois à la Maison des Artistes. C'est à Anderlecht. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro de M et je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente soirée.